Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Magisterium. L'émission de ce jour sera divisée en plusieurs parties. La première sera consacrée aux encensoirs. La fonction de cet objet est mal connue et son importance est négligée. Bien peu d'ouvrages ou de grimoires en parlent, et pourtant, il est l'un des 4 éléments actifs de votre autel ou de votre occultum. La seconde partie sera consacrée à des bougies un peu spéciales. Ce sont les bougies qui servent à l'allumage des charbons et celles qui servent à l'allumage des autres bougies ou chandelles de magie. Là aussi, bien peu d'entre vous savent de quoi il est question. Puis nous aborderons le matériel qui accompagne votre encensoir et enfin, quelques conseils, trucs et astuces et autres compléments d'information. Comme je l'ai dit dans une précédente émission, plusieurs types d'encensoirs de magie pratique s'offrent à vous. Pour commencer, vous avez ceux à chambre close qui possèdent un couvercle et ceux à ciel ouvert qui n'en possèdent pas. Les premiers sont les meilleurs, car ils permettent en même temps la combustion de plusieurs encens avec des plantes et autres poudres au sein de la chambre de combustion afin d'obtenir un mélange et une concentration des essences au sein de l'encensoir avant que la fumigation ne se répande dans votre sanctuaire. Ce n'est pas le cas des seconds, qui sont à ciel ouvert, ce qui est moins bon quand vous utilisez plusieurs encens de types différents en même temps, qu'ils soient en grains, en pâte plus ou moins liquide ou avec des plantes sous forme de poudre, de brindilles ou d'écorce. Car la combustion des différents encens, plantes et autres ne se font pas forcément en même temps dans l'encensoir. Le mélange des essences se fait directement dans la pièce au lieu de se faire et de se concentrer dans la chambre de combustion comme avec les encensoirs à chambre close, avant d'être lâchés dans le lieu de votre opération. Toutefois, ce type d'encensoir convient très bien à l'usage d'un seul encens sous forme de poudre, de grains, de pâte ou de morceaux ou encore pour certaines compositions préalablement mélangées. Pour ce qui est de la taille de votre encensoir, il doit être suffisamment large à sa base de manière à laisser passer assez d'air autour du charbon afin d'éviter l'étouffement et aussi afin de pouvoir utiliser des pastilles de charbon de grande taille. Pour ceux à chambre close, celle-ci doit être suffisamment haute pour permettre au sein de la chambre un bon mélange et une bonne concentration des essences en combustion avant de laisser sortir la fumigation. Les bonnes dimensions pour un encensoir standard à chambre close sont, pour le fond interne de l'encensoir, de 6 à 8 cm pour qu'il puisse accueillir des pastilles de charbon de 30 à 40 mm de diamètre et avoir suffisamment d'espace autour des pastilles pour éviter la surchauffe des parois et l'étouffement des charbons. Ceci pour une hauteur de chambre entre 15 et 17 cm, ce qui sera largement suffisant dans la plupart des cas. Si vous optez pour un encensoir plus haut et plus large, pour des opérations de 4 à 6 heures ou plus, ou pour encenser de grands volumes, ce qui suppose des empilages de charbon, il vous faudra aussi prévoir une pince à charbon et des cuillerette à encens plus longues. Si possible, les couvercles des encensoirs à chambre close doivent être un peu coniques ou en demi-sphère. Et pour certains encensoirs, comme les petits encensoirs pot de fleurs, il doit y avoir de petites ouvertures en bas de ceux-ci pour permettre à l'air d'y entrer afin que le charbon ne s'étouffe pas. 3 ou 4 petites pierres plates quelconques de même hauteur disposées symétriquement dans la soucoupe sur lesquelles viendra reposer le pot de fleurs conviendront parfaitement. Sinon, il faudra faire 5 ou 6 trous de 8 à 10 mm de diamètre autour du pot, à environ 3 cm du bord.
Il faudra aussi prévoir une petite coupelle en matière neutre avec un rebord assez haut pour pouvoir accueillir une semelle de sable ou de sel suffisante. Voici donc un encensoir très peu onéreux, qui fonctionne très bien et qui n'altérera pas vos fumigations. Cet encensoir, bien que rustique, vous donnera de très bons résultats en permettant le mélange des encens, plantes et poudres et une bonne concentration au sein de la chambre avant d'en libérer la fumée. Concernant les matières dont sont faits les encensoirs, je vous invite à choisir une matière neutre, tout au moins pour la chambre de combustion, comme la terre cuite, la céramique, le grès, ou en verre thermorésistant. Ces matières n'influeront pas sur vos fumigations, contrairement aux encensoirs en métal qui sont presque toujours en alliage. Contrairement aussi à ce que préconise Piob, qui conseille des encensoirs en cuivre doré au mercure, dont le procédé de dorure a de nos jours quasiment disparu. Il faut savoir que les alliages, comme les métaux purs, émettent des rayonnements qui leur sont propres et qui sont amplifiés sous l'effet de la chaleur, ce qui ne manquera pas de pervertir vos fumigations. Le métal en chauffant rayonne et émet des ondes qui polarisent vos fumigations, ce qui les dénature et en modifie les propriétés. Toutefois, certains encensoirs peuvent être faits de plusieurs matières, comme avoir un pied et une partie de l'entourage en métal et une chambre de combustion en verre thermorésistant, en grès ou en terre cuite. Ce genre d'encensoir ne pose pas de problème du moment que le métal ne monte pas en température avec la chaleur des charbons incandescents, ce qui le ferait rayonner et ne manquerait donc pas de corrompre vos fumigations. Car n'oublions pas que le but de l'encens est de modifier pour un temps donné le champ vibratoire d'un lieu afin d'atteindre une syntonisation entre le lieu d'opération, l'objectif à atteindre, le ou les entités invoquées, les divers plans d'existence avec tout ce qu'ils contiennent afin d'obtenir une certaine harmonie et de les accorder sur la même gamme de fréquences ou de résonance pour établir des passerelles entre ces forces, ces entités, ces divers mondes et le ou la magicienne. Tout ceci nous fait un peu penser à un émetteur-récepteur radio ou encore à un poste de télévision. Si celui-ci est mal réglé ou parasité, son émission comme sa réception s'avérera déformée, inaudible ou nulle. La grande majorité des encensoirs du commerce sont en alliage tel que le laiton. Et quand ils sont chromés, c'est encore pire. Car le chrome ne vibre pas à la même fréquence que le laiton, ce qui donnera une double rayonnance. Ces encensoirs chauffent très vite, surtout si vous placez directement le charbon incandescent dans l'encensoir. C'est ce que font la plupart des gens, et c'est aussi ce qu'il ne faut jamais faire. Mais nous reviendrons sur ce point dans un moment. Ceci dit, vous pouvez utiliser des encensoirs en métal pur, ce qui ne sera pas facile à trouver. Comme un encensoir en cuivre pour les opérations vénusiennes, un en fer pour les rites de Mars, un en argent pour les affaires lunaires, et si vous êtes riche, un en or pour les opérations solaires. Ces encensoirs de métal pur ne devront servir qu'aux opérations dont la planète gouverne le métal en rapport avec les rites ou toute autre forme de magie correspondante. Quant aux autres métaux, comme l'étain pour Jupiter ou le plomb pour Saturne qui sont des métaux mous et qui ont un point de fusion peu élevé, ils sont délicats et rarement utilisés. Pour ma part, je n'en ai vu qu'une seule fois chez un vieux mage, qui les utilisait pour des rites occasionnels et bien spéciaux. Quant au vif argent, communément appelé mercure, il est inutilisable ici.
Comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, il ne faut jamais mettre de charbon ardent directement dans un encensoir, quelle que soit sa matière. Ceci afin d'éviter leur détérioration et de polluer vos fumigations par le rayonnement que peuvent émettre certains encensoirs sous l'effet de la chaleur. Il faut toujours mettre dans le fond de l'encensoir une couche de sable ou autre que l'on appelle semelle ou sabot, d'une épaisseur d'environ 10 à 15 mm, dont la bonne granulosité pour du sable, ce qui est le plus souvent utilisé, varie entre 2 à 3 mm. Si vous utilisez du sable trop fin, vous obtiendrez une bonne isolation thermique, mais selon votre encensoir, vous risquez une mauvaise combustion. Le sable fera un excellent isolant thermique, ce qui évitera toute détérioration de votre encensoir due à la chaleur. De plus, le sable est une matière neutre qui n'altérera pas vos fumigations et permettra aussi une meilleure combustion du charbon, des encens, plantes et autres. Cela peut aussi permettre occasionnellement l'utilisation d'encensoirs à ciel ouvert en alliage comme le laiton, puisque le sable agira comme un isolant thermique. Le métal ne chauffera donc pas, ce qui évitera de polluer vos fumigations. À condition toutefois que l'encensoir soit suffisamment large pour éviter que le rayonnement des charbons ardents ne fasse monter le métal en température. Bien que ce ne soit pas là la meilleure option, celle-ci peut vous dépanner. Je vous conseille de vous procurer du sable ou du petit gravier d'aquariophilie. Ce sable ou ce gravier est nettoyé de toute impureté et il est à peu près calibré à la bonne granulosité. Vous pouvez vous en procurer pour quelques euros chez Amazon ou ailleurs. Toutefois, évitez le sable ou le gravier dédié à la maçonnerie ou à des usages industriels qui peuvent contenir des éléments polluants. Cette couche intermédiaire d'une épaisseur de 1 à 2 cm est généralement faite avec du sable ou du petit gravier. Mais elle peut aussi être faite avec du gros sel. Le gros sel a la particularité d'absorber rapidement sous l'effet de la chaleur une partie de la charge lors de la combustion des encens. Évidemment, ce procédé marche uniquement qu'avec les encensoirs à chambre close. Cette pratique sert lorsque l'on veut démarrer un rite en douceur ou pour atténuer la puissance d'un encens de départ. Il est à savoir qu'un sabot ou une semelle de gros sel est toujours plus épaisse qu'une semelle de sable d'environ le double. Toutefois, le sel se charge assez rapidement et il faudra augmenter la taille de la semelle selon la durée, le but de l'opération ou l'encens. L'usage du gros sel à titre de semelle ou de sabot est un peu délicat, car il se passe en 3 temps d'environ 10 à 15 minutes par phase, pour un encensoir dont le fond fait entre 6 à 8 cm pour un sabot de sel d'environ 2 à 3 cm. Au cours de la première phase, le sel va absorber une partie de la charge. Lors de la seconde phase, le sel va conserver un moment cette charge. Et à la troisième phase, le sel va relâcher progressivement la charge dans l'encensoir. Sous l'effet de la chaleur et de la nature des opérations de magie, ces 3 temps ne sont pas toujours faciles à estimer. Mais cela viendra avec la pratique et l'expérience. On peut utiliser le gros sel dans les opérations courtes d'environ 1 heure à raison de 1,5 cm au fond de l'encensoir lorsque l'on veut juste démarrer une opération en douceur ou pour diminuer l'intensité d'un encens de départ puissant utilisé seul ou en premier. Si vous utilisez plusieurs encens au cours de la même opération, leur intensité sera soumise à la même règle tant que le sel conservera ses propriétés. Pour les opérations d'environ 2 heures où l'on veut récupérer la charge contenue dans le sel, 2 ou 3 cm au fond de l'encensoir seront nécessaires. Pour les opérations de 6 heures ou plus, il faudra un encensoir plus grand et augmenter la dose de sel en fonction du travail à accomplir. Pour les opérations qui doivent démarrer en douceur ou pour atténuer l'intensité d'un encens puissant au démarrage d'un rite, une fois l'encens placé sur le charbon ardent, en petite quantité
ou à plusieurs reprises, selon l'encens ou l'effet recherché, il faudra juste attendre quelques minutes que le sel se charge avant de commencer le rite, l'invocation ou toute autre opération de magie. Pour les opérations longues, où l'on n'a pas besoin de démarrer en douceur, on peut débuter sans attendre, sauf si on doit diminuer l'intensité de l'encens de départ. On se sert de ce procédé dans les opérations longues où l'on veut récupérer la charge absorbée dans le sel quand on commence à manquer d'énergie. Les 3 phases du sel se reproduiront tant que celui-ci ne sera pas dégradé par la chaleur et les encens. Mais ses capacités diminueront à chaque nouveau cycle. Il faudra peut-être prévoir d'autres encensoirs pour les rites de 4 à 6 heures ou plus. Ces rites de 6 heures et plus sont toutefois réservés à la haute magie et à des magiciennes et des magiciens endurants et expérimentés lors de grandes opérations. Il existe différents types de sel de différentes couleurs qui sont exploitables en magie. En voici quelques exemples. Le sel blanc est le plus connu et le plus utilisé. De par sa nature, il est universel et il peut être employé pour tous les rites et toutes les opérations de magie. Pour une utilisation plus spécifique, il se rapporte aux fumigations de magie lunaire. Pour la famille, le foyer, les enfants, ainsi que pour la médiumnité, la voyance, etc. Le sel rose, quant à lui, est en partie issu des mines du Pakistan. Bien qu'il contienne de l'oxyde de fer, ce qui lui donne sa couleur, il est utilisé dans les rites et autres magies vénusiennes, notamment dans les rituels d'apaisement et de paix, pour atténuer les colères et les conflits, particulièrement dans les familles et les couples. Le sel rouge nous provient généralement d'Hawaï. C'est un sel marin non raffiné, riche en oxyde de fer. Il s'utilise dans les rites et autres magies martiennes. Le sel bleu, quant à lui, est principalement issu de la Perse. Il est extrait des mines de la province de Semyan en Iran. C'est un sel gemme qui contient de la sylvinite, ce qui lui donne ses reflets bleutés. On l'utilise pour les rites et magies de Jupiter liés à l'argent, à l'administratif, en loi et dans les rites pour atténuer les sentences, qu'elles soient terrestres, karmiques et même célestes. Le sel vert. On n'en trouve pas à ma connaissance à état naturel. Il est obtenu avec des plantes telles que les bambous, comme pour le sel vert d'Hawaï. Ceci dit, le sel vert d'Hawaï fonctionne très bien pour les rites et magies de Mercure liés à l'argent rapide, à la chance, à l'intellect et au pouvoir psy. Il fonctionne aussi en magie vénusienne. Le sel noir nous vient entre autres de l'Himalaya, du Bangladesh, du Népal et des Indes. Il sert pour la magie et les rites de Saturne, la nécromancie, la démonologie, les sorts et les contresorts, etc. Voici donc quelques précisions sur les différents types de sel utilisables en magie pratique avec un encensoir en sabot ou dans d'autres pratiques magiques qui consistent à faire barrage, à affaiblir ou à absorber les maléfices, à atténuer les peines et les conflits, mais aussi pour retenir ou conserver la bienveillance d'autrui ou d'entités, l'amitié, l'affection dans les couples ou dans la famille, la chance, l'argent, l'abondance, etc. Toutefois, assurez-vous bien de toujours acheter des produits naturels et de qualité qui n'ont subi aucun traitement ou aucune coloration chimique. Seul le gros sel avec sa cristallisation naturelle est utilisable pour faire des sabots dans votre encensoir ou en règle générale en magie. Le sel fin, quant à lui, ne peut servir que d'isolant thermique si vous ne disposez pas d'autre chose. Il existe bien sûr d'autres matières que le sable ou le gros sel pour faire des semelles ou des sabots au fond des encensoirs, selon les rites ou les buts à atteindre, ou les formes de magie pratiquées, telles que la démonologie, diverses formes de magie noire, d'envoûtement, de malédiction, etc., où sont utilisés des fragments d'os de poules, de chiens, et même des fragments d'os humains, voire des dents,
des morceaux desséchés de cœur ou de foie, de la terre de cimetière prélevée dans une tombe, et encore bien d'autres choses. Mais je n'en dirai rien de plus ici sur ces matières et leur usage. Les pires encensoirs en magie pratique sont les encensoirs électriques. Ils sont absolument à proscrire. D'une part, parce qu'ils sont pratiquement tous en métal et ne conviennent pas du tout à la pratique de la magie, puisque les encens sont directement placés sur une plaque chauffante en métal. À ceci s'ajoute la pollution électromagnétique générée par ce type d'encensoir. D'autre part, et il faut en tenir compte, c'est le fait qu'ils soient raccordés au réseau électrique, ce qui crée une brèche sérieuse dans l'isolation ou, si vous préférez, dans le bouclier de votre sanctuaire. De plus, en dehors des rites et autres formes de magie, leur utilisation est interdite pour le mage ou la magicienne puisqu'ils sont prévus pour fonctionner qu'avec des encens de magie tels que la myrrhe, le nazareth, le benjoin, etc. Leur usage est donc considéré comme profane, dangereux et interdit. Car pour le mage ou la magicienne, brûler de l'encens n'est pas un acte quelconque ou anodin, comme je l'ai expliqué dans ma précédente émission sur les encens. Trouver dans le commerce un véritable encensoir pour la magie pratique n'est pas chose facile. Ceux que l'on trouve en général ne valent rien, même ceux que l'on trouve dans les boutiques spécialisées. Ils sont pour la plupart inutilisables en magie pratique. Ceci de par leur matière, qui polluent et pervertissent les fumigations, et leur forme et leur taille qui ne conviennent pas. Il ne faut pas se leurrer. La plupart des objets et produits de magie vendus dans les commerces, même spécialisés, à part quelques-uns, ne valent pas grand-chose. Ils sont fabriqués et produits de manière industrielle et ne répondent à aucune des règles de la magie, pas plus dans les méthodes de fabrication qu'avec les bons matériaux. Les encensoirs en sont un parfait exemple. Travailler avec de mauvais outils et de mauvais produits sont une cause majeure d'échec et de retour de flamme. C'est pourquoi les mages et magiciennes doivent réaliser eux-mêmes une grande partie de leur matériel et être extrêmement vigilants sur la qualité et la provenance des produits qu'ils achètent. Et pour ce qui est de votre encensoir, il vous faudra très sûrement détourner et bricoler un récipient comme un pot en verre ou un petit vase avec couvercle ou tout autre objet de sa fonction première pour en faire un encensoir utilisable en magie pratique. Personnellement, j'ai converti une ancienne lanterne funéraire en encensoir. Dans le cas plus que probable où vous deviez transformer ou convertir un objet qui pourrait convenir et faire vous-même votre propre encensoir, certaines règles sont à respecter. La première, et la plus importante, c'est sa matière, notamment celle de la chambre de combustion qui doit impérativement être faite entièrement d'une seule pièce en matière neutre pour qu'il n'y ait aucune influence délétère sur vos fumigations. La deuxième est l'usage de sabots, de sable, de sel ou autre au fond de votre encensoir. La troisième concerne les dimensions d'un encensoir à chambre close standard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont, pour le fond intérieur de l'encensoir, de 6 à 8 cm pour une hauteur de la chambre entre 15 et 17 cm. Les encensoirs plus grands sont prévus pour des opérations de 6 à 8 heures, voire plus. Bien sûr, il existe des encensoirs de forme et de taille différentes. Les valeurs que je vous donne ici sont standards et fonctionnelles. La quatrième règle est l'ouverture de l'encensoir qui doit toujours se faire par le haut de celui-ci, afin de pouvoir faire au fond de l'encensoir des semelles de sable, de sel ou autre. Ceux qui ont une ouverture latérale sont à proscrire si la chambre de combustion n'est pas d'une seule pièce en matière neutre. De plus,
Ce type d'encensoir n'est pas très fonctionnel. Il doit aussi y avoir, dans le couvercle, ou en bordure de celui-ci, de petites ouvertures pour laisser se diffuser les fumigations d'encens. Attention, si ces ouvertures sont trop grandes, le mélange et la concentration des essences dans la chambre se révélera insuffisante et la fumigation sortira trop vite. Ou si au contraire, elles sont trop petites, votre encensoir va s'étouffer et son contenu va s'éteindre au bout de quelques minutes. Le plus dur est de trouver un couvercle qui laisse passer les fumigations ou bien d'en bricoler un. Peut-être en le perçant avec un foret adéquat ou de le faire par une personne équipée de ce matériel. Pour les encensoirs à chambre close de grande taille, ils ne servent généralement qu'aux grandes opérations de 4 heures et plus. Les dimensions internes de la chambre pour ce type d'encensoir sont pour le fond entre 10 et 15 cm, pour une hauteur de chambre de 20 à 25 cm, ce qui va vous donner un encensoir assez conséquent. Ce type d'encensoir est fait pour accueillir des empilages de plusieurs pastilles de charbon de 40 mm dans la chambre de combustion. Et dans ce cas, seule la dernière pastille sera allumée et placée au centre sur les piles de charbon. Même si les charbons s'allumeront assez rapidement, cela vous donnera assez de matière incandescente pour des opérations longues avant de recharger votre encensoir en charbon et en encens. Toutefois, vous devez attendre que l'ensemble des charbons soit allumé avant de commencer votre opération afin que votre fumigation ne soit pas polluée par le soufre contenu dans les pastilles de charbon. Ce type d'encensoir ont tous une chambre de combustion épaisse en matière thermorésistante, car elles contiennent beaucoup de matière incandescente et elles dégagent une forte chaleur. Donc, évitez le pot à confiture de grand-mère pour faire ce type d'encensoir. Il éclatera inévitablement sous l'effet de la chaleur et de surcroît, il risquerait de mettre le feu dans votre lieu d'opération. Tout comme pour les bougies, brûleurs alcool ou autres, vous devez toujours vous assurer de sécuriser le matériel et les lieux dans lesquels vous opérez et de prévoir, le cas échéant, un petit extincteur à portée de main, ce qui ne vous coûtera qu'une vingtaine d'euros. C'est comme un paratonnerre. C'est peut-être moche sur le toit, mais il vaut mieux en avoir un qui ne servira peut-être jamais que de ne rien avoir et laisser brûler la maison. Maintenant, quelques conseils et astuces. Si comme moi, vous optez pour une lanterne convertie en encensoir, comme je l'ai dit, assurez-vous bien que la chambre de combustion soit en une seule partie en matière neutre. Vous pouvez ruser en installant dans un objet qui conviendrait un bocal ou un pot en verre, en faïence ou en grès, dont les dimensions que j'ai données pour la chambre de combustion sont respectées. Même si ce récipient n'est pas prévu pour supporter de fortes chaleurs, la semelle de sable ou de sel fera un excellent isolant thermique. C'est pour cette raison qu'un simple pot en verre peut servir sans problème d'encensoir avec un sabot suffisant de sable ou de sel, tant que les charbons ardents sont suffisamment éloignés du bord de celui-ci. Choisissez de préférence un pot, un bocal ou autre de forme simple, genre tubulaire sans rebord, ce qui vous facilitera la mise en place des charbons et le nettoyage de l'encensoir. Il est bon de savoir que les couvercles d'encensoir à chambre close se culottent avec l'usage. Une couche de résine finit par se déposer à l'intérieur de ceux-ci et autour des ouvertures de fumigation, ce qui crée une isolation.
notamment pour les couvercles en métal qui peuvent être utilisés si vous ne pouvez pas faire autrement. Assurez-vous seulement, et c'est là le plus important, que le métal ne chauffe pas avec les fumigations. Il faudra aussi faire plusieurs fumigations mineures pour obtenir une couche de résine suffisante pour isoler l'intérieur et les ouvertures de fumigation du couvercle. Une autre astuce pour amplifier et rendre plus puissantes vos fumigations est de sceller un cristal de roche préparé à cet effet sur le sommet de votre encensoir. Pour cela, il vous faudra un cristal de taille adéquate, un récipient en verre ou en toute autre matière neutre, 1 kg de gros sel, un chiffon doux, votre grimoire d'exorcisme et de consécration, un pendule émetteur et de la résine en pâte de composants. Cette pâte colle pratiquement toutes les matières et elle devient aussi dure que de la pierre. Sa composition n'altérera pas non plus vos fumigations. Préparez votre cristal de la façon suivante. Faites un lit de gros sel de la moitié de l'épaisseur de votre cristal. Puis, posez votre cristal sur le sel et recouvrez-le totalement de sel de la moitié de son épaisseur. Laissez-le dedans pendant 8h30, ensuite retirez-le du sel, rincez-le à l'eau claire et séchez votre cristal avec un chiffon doux. Ensuite, préparez et faites le rituel suivant. Dans un premier temps, procédez à l'exorcisme de votre cristal, puis consacrez-le aux auspices des fumigations de magie. Ensuite, vous prendrez un morceau de résine suffisant que vous malaxerez bien pour mélanger les deux composants. Faites un petit disque d'environ 2 cm d'épaisseur et suffisamment large pour accueillir votre cristal. Collez-le au centre du couvercle de votre encensoir, puis enfoncez le cristal au milieu de la résine. Et façonnez la résine pour qu'elle remonte un peu autour du cristal. Ensuite, laissez durcir la résine quelques minutes. Puis faites une bonne fumigation d'Opopanax vrai. Je vous donnerai ici une adresse où vous pourrez vous en procurer, car l'encens vendu dans le commerce sous l'appellation Opopanax est issu la plupart du temps du Commiphora erythrea, alors que le véritable Opopanax est issu du nombellifère, la Pastinaca opopanax. Ces deux résines n'ont pas les mêmes propriétés et ne servent donc pas à la même chose. Voilà pourquoi je vous recommande toujours de bien vérifier ce que vous achetez, sinon ça ne marche pas. Avec votre pendule émetteur, chargez et programmez le cristal pour qu'il amplifie vos fumigations. Vous trouverez les informations nécessaires pour le nettoyage des pierres et l'usage du pendule dans mes précédentes émissions que je vous invite à voir ou à revoir. Bien, passons maintenant au matériel qui accompagne votre encensoir, en commençant par les charbons. Je vous conseille de les acheter sous forme de pastilles auto-inflammables, bien plus pratiques que le charbon de bois pour le barbecue ou celui de la cheminée. Ces pastilles se vendent généralement en 2 dimensions, l'une de 30 mm et l'autre de 40. Personnellement, je vous conseille la marque Golden River qui fonctionne très bien. Bien sûr, il existe sur le marché d'autres marques, mais toutes ne sont pas forcément de très bonne qualité. Ceci dit, il vous appartient d'en tester d'autres si vous le désirez. Toutefois, pour essayer telle ou telle autre marque, je vous conseille de les acheter au détail en rouleau de 10 pastilles.
ce qui ne vous coûtera que 2 ou 3 euros plutôt que d'acheter des boîtes de 100 charbon qui pourraient se révéler de mauvaise qualité et qui vous coûteraient entre 10 et 15 euros. Munissez-vous d'une boîte Tupperware bien étanche pour stocker les rouleaux de charbon ouverts, assez grande pour contenir un rouleau de charbon de 30 mm et l'autre de 40. Mettez un peu de riz dans le fond de la boîte pour qu'il absorbe l'humidité, ce que les charbons ont malheureusement tendance à faire à l'air libre. Ne déballez pas non plus les charbons avant de les mettre dans la boîte Tupperware, afin, là encore, de les préserver au maximum de l'humidité. Après ça, il vous faudra un petit bougeoir en verre incolore afin d'être totalement neutre. Une pince à charbon. Personnellement, j'utilise une pince articulée qui me permet de saisir les charbons de manière à pouvoir les allumer par le centre, du côté creux, là où l'on dépose l'encens, de façon à ce qu'ils soient incandescents sur toute la surface avant de les mettre dans l'encensoir. N'allumez jamais vos charbons sur le côté. La combustion de vos encens se ferait mal et les charbons risqueraient de s'éteindre. Ensuite, il vous faudra une coupelle à charbon en métal pour reprendre les charbons après l'allumage et les mettre du bon côté dans l'encensoir. Ou si au cours de l'allumage, vous avez mal saisi votre charbon et qu'il vous faille le reprendre correctement. Cette coupelle en métal n'a pas d'incidence sur vos fumigations, puisque seul le charbon entrera en contact avec le métal pour un bref instant avant d'être placé dans l'encensoir. Cette coupelle devra avoir des pieds suffisamment hauts pour ne pas risquer de brûler votre plan de travail. Il vous faudra aussi une bougie d'allumage à charbon. Alors, c'est quoi cette bougie d'allumage à charbon? Eh bien, c'est de cette bougie que commencent la plupart des rituels. C'est la première à être allumée et c'est la première à être éteinte. C'est avec elle que l'on allume les charbons et c'est de sa flamme que sera allumée l'autre bougie d'allumage, celle qui servira à allumer les bougies et autres chandelles disposées sur votre table d'autel ou d'occultum, notamment les bougies planétaires ou d'autres chandelles de magie, selon les diverses formes de rites et de rituels. Il y a donc en magie deux sortes de bougies d'allumage, celles qui servent à allumer les charbons et celles qui servent à allumer les bougies de magie, pour accomplir les rites. Pour les novices et éventuellement pour les autres, les deux premières bougies d'allumage seront blanches. Elles devront être exorcisées et simplement consacrées aux auspices généraux de la magie. Ces bougies ne seront pas gravées d'un sceau planétaire ou autre, puisqu'elles doivent rester neutres et polyvalentes. Elles devront être rangées à part des autres bougies des chandelles dans une boîte en bois ou en plastique. Par la suite, et au fur et à mesure de vos rites, vous aurez des fins de bougies planétaires qui auront servi pour des rites de Mercure, de Mars, de Jupiter, etc., qui auront été exorcisées, consacrées et gravées aux auspices de chaque planète. Vous devrez en garder quelques-unes. Ces fins de bougies deviendront vos bougies d'allumage à charbon selon les rites et les rituels ou tout autre acte de magie à accomplir. Autrement dit, bleu clair à bleu foncé pour Jupiter, les jaunes, orange ou or pour les rites solaires, les verts clairs et les roses pour Vénus, les grises et les noires pour Saturne, et ainsi de suite. Pour les bougies d'allumage à chandelle, vous pouvez utiliser des bougies fines de couleur, à part la première bougie blanche qui sera juste exorcisée et consacrée,
Il faudra exorciser et consacrer chacune des autres bougies aux auspices de la planète en rapport avec sa couleur. Elle est gravée au bas de celle-ci du sigil planétaire correspondant, y compris une autre bougie blanche dédiée à la Lune. Là encore, rangez-les dans une boîte en bois ou en plastique, mais n'utilisez jamais de boîte en métal pour ranger vos bougies de magie. Pour graver vos bougies, vous pouvez utiliser une pointe en bois dur ou en toute autre matière neutre, comme le verre ou la céramique. Bien que ces pointes soient fragiles, elles conviendront parfaitement. Ou sinon, vous pouvez utiliser des pointes à graver en métal en rapport avec la planète. À savoir le cuivre pour Vénus, le fer pour Mars, l'argent pour la Lune, l'or pour le Soleil. Pour cela, vous pouvez convertir de vieux bijoux en argent ou en or pour fabriquer vos pointes à graver. Il faudra bien les nettoyer, les exorciser et les consacrer aux auspices planétaires. Les autres métaux, comme le plomb et l'étain, sont contraignants et rarement employés. Le mercure, quant à lui, n'est pas utilisable ici pour des raisons évidentes. Pour ce qui concerne Mercure, qui est une planète changeante aux couleurs et aspects multiples qui peuvent servir dans plusieurs domaines, comme par exemple dans les rituels et invocations pour avoir un coup de pouce pour obtenir une petite somme d'argent rapide pour aider à finir les fins de mois, ce qui se fait avec les encens adéquates et une ou plusieurs bougies vertes foncées gravées au sigil de la planète avec une pointe en or ou en cuivre ou encore en argent selon le rite ou la magie employée. Il faut quand même vous méfier de Mercure et bien connaître cette planète, car elle est versatile et très changeante. Mercure peut être la source de grandes choses ou des pires catastrophes. Comme graver pour un rituel une bougie violette au sigil de Mercure pour la magie, la spiritualité et l'intellect avec une pointe en fer. Le résultat de ce type de rituel pourrait s'avérer désastreux si ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Toutefois, je conseille aux novices de respecter les couleurs planétaires pour vos bougies et de les graver en utilisant une pointe en bois dur ou en toute autre matière neutre, surtout pour Mercure. Ou sinon, pour les autres planètes, de le faire avec les métaux qui leur sont assignés. Ceci dit, pour vos bougies blanches, celles qui doivent rester neutres, après le rituel d'exorcisme et de consécration, vous devrez les allumer une par une de la main droite avec une allumette. Ensuite, attendez quelques instants, puis mouillez de votre salive votre pouce et votre index de la main gauche et pincez la mèche de vos doigts mouillés pour l'éteindre. Ce qui scellera l'exorcisme et la consécration de votre bougie. Pour faire les autres, exorcisme, consécration et gravure de vos bougies de couleur, allumez votre bougie à charbon blanche si vous n'en avez pas d'autres de couleur correspondante de prête et faites vos exorcismes, consécrations et gravures. Puis essuyez légèrement la bavure de votre bougie. Ensuite, passez la gravure du sigil planétaire au-dessus de la flamme de la bougie à charbon sans noircir la bougie que vous venez de graver, ce qui fera fondre les bavures restantes de celle-ci. Mais prenez garde à ne pas effacer la gravure à la chaleur de la flamme. Il ne vous restera plus qu'à allumer et éteindre vos bougies de couleur comme je viens de l'expliquer pour sceller vos exorcismes et consécrations ainsi que les sigils planétaires pour les rendre opérationnels pour les prochains rites.
Vous devez aussi vous munir d'un éteignoir à chandelle, car à part quelques rares exceptions, on ne souffle jamais les bougies de magie pour les éteindre. Ici, la matière de l'éteignoir n'a que peu d'importance, contrairement à celle des encensoirs. Ajoutez à ceci un petit pilon avec son mortier, en verre ou en pierre, qui vous servira à préparer vos poudres de fumigation. Et en plus, le pilon vous sera utile pour tasser légèrement les encens dans votre encensoir lors de leur combustion pendant vos travaux. Il vous faudra aussi des allumettes, car on ne se sert pas de briquet pour allumer les bougies en magie. Parce que le gaz de ceci se rapporte à l'élément air, tandis que le bois se rapporte plus à l'élément terre. Il vous faudra également une cuillère doseuse comme celle-ci. Voilà. Pour faire vos sabots de sable ou de sel au fond de votre encensoir. Et 2 pots vous seront nécessaires, genre pot à confiture, l'un pour le sable, l'autre pour le gros sel. Et bien sûr, du sable et du gros sel. Pour votre pot de gros sel, n'utilisez jamais de pot ou de couvercle en métal. Outre l'oxydation que le sel pourrait produire, le métal agirait comme une antenne, ce qui polluerait inévitablement votre sel et le rendrait inutilisable. Et pour finir, il vous faut des cuillerette à encens. Là aussi, leur matière n'a que peu d'importance du moment que vous ne les laissez pas dans le pot d'encens. Vous pouvez utiliser des cuillerette en métal la plupart du temps, puisque leur contact avec les encens et les poudres sèches sont très brefs. Pensez toutefois à essuyer la cuillerette à chaque fois que vous changez d'encens ou de poudre si vous utilisez qu'une seule cuillerette pour plusieurs poudres ou encens au cours d'une même opération afin d'éviter les mélanges. Mais vous devez impérativement utiliser une cuillerette différente pour chaque huile ou chaque pâte que vous utilisez au cours d'une même opération. Les cuillerette qui auront servi avec des huiles ou des pâtes devront être soigneusement nettoyées à l'alcool après chaque opération. N'oubliez pas, à part les allumettes, les charbons et le sable, d'exorciser et de consacrer votre matériel avant de l'utiliser en magie. Quant au sel, avant un rite ou toute autre forme de magie nécessitant l'usage d'encens, il vous faudra prélever du pot la quantité de sel suffisante à utiliser et la placer dans un petit bol ou dans une coupelle en matière neutre. Il doit être exorcisé et consacré aux auspices de l'opération que vous désirez entreprendre juste un moment avant de commencer celle-ci. Pour procéder au nettoyage de votre encensoir, n'utilisez jamais de produits détergents. Ne les laissez pas non plus tremper dans l'eau de vaisselle. Cela ne servirait à rien. Certains produits risqueraient juste de détériorer votre matériel et de le polluer avec les résidus qui pourraient rester dans votre encensoir. Il existe une méthode qui ne se pratique que dans de rares cas pour le nettoyage d'un encensoir. C'est de le faire avec une brosse et du sable fin dans une bassine ou mieux encore dans le courant d'une rivière sablonneuse. En général, on vide simplement l'encensoir quand il est froid en s'aidant d'une petite spatule dans un bocal qui sera à son tour vidé quand il sera plein en pleine nature. Bien sûr, ce bocal faisant partie de votre matériel de magie, il devra être enfermé à clé dans votre coffre ou votre armoire de magie ou dans votre occultum. Et dans le cas où les ouvertures de fumigation de votre encensoir viendraient à se boucher avec l'accumulation de résine, il suffira simplement de les désobstruer avec un outil quelconque et de faire une bonne fumigation d'Opopanax seul ou avec de la myrrhe de Somalie. Et c'est là tout ce qu'il y a à faire.
à part, nettoyez de temps en temps le cristal amplificateur avec un peu d'alcool et un chiffon doux. Encore une ou deux choses. Sachez que si vous utilisez régulièrement votre encensoir pour des rites diverses et variés, une fine couche de résine va se coller contre les parois, les meubles et les objets de votre sanctuaire, ce qui renforcera son isolation ou, si vous préférez, la protection de votre lieu d'opération. Tout à l'heure, je vous ai parlé des grands encensoirs et des empilages de pastilles de charbon auto-inflammables. Certains procèdent autrement. Après avoir fait un sabot de sable suffisant, ils mettent une couche de petits morceaux de charbon de bois dans leur encensoir et ils posent dessus une pastille incandescente qui allumera lentement le charbon, ce qui leur donne une autonomie plus importante pour les rituels de 4 heures et plus. Ce procédé ne fonctionne pas toujours très bien. De plus, il se prête mal au sabot de sel, à moins d'avoir un encensoir suffisamment large de manière à entourer le charbon de sel et de créer une bordure assez large pour que celui-ci puisse absorber une partie de la charge lors de la combustion des encens. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, dans laquelle j'ai essayé de réunir le plus d'informations possible. J'espère que cela vous sera utile. Nous nous retrouverons dans quelques temps pour une nouvelle émission sur la magie pratique. Bonne fumigation et à bientôt. Thank you.